l'importance de leur mission. Je pense aux assistantes sociales, je pense aux collègues de la PJJ, je pense aux collègues CPE, je pense aux infirmières, à toutes ces personnes qui font partie de ce travail d'accompagnement des jeunes, d'accompagnement éducatif. Et il semble qu'aujourd'hui aussi, on pourrait peut-être résumer ce colloque en se disant mais Renaud Chartoir, pour les Alsaciens, Renaud Chartoir n'étant pas là, je ne sais pas si on peut se permettre sans son autorisation d'utiliser l'expression, les sciences sociales contre-attaquent. C'est-à-dire qu'on est attaqué sur tous les bords. Et finalement, c'est par la connaissance, par la compréhension des sociétés dans lesquelles on vit, que l'on peut désamorcer la violence, que l'on peut lui donner un sens aux raisons qui la provoquent et agir un petit peu à notre manière là-dessus. Et donc, si je peux me permettre de venir compléter un petit peu ce qui a été dit sur la dernière table ronde, il a été fait référence sans le nommer, et c'est expliqué dans le livre Petit Frère, aux travaux d'Abdel Malek Sayad sur la socio-analyse, c'est-à-dire une psychanalyse du social, de la société, et le fait de comprendre qu'un problème individuel rencontré, alors ici par le jeune ou par un adulte, que ce fait individuel rencontré en fait est un fait social, que l'inégalité que l'on subit n'est pas une inégalité qui soit liée directement à l'individu, mais qui est liée à l'appartenance à des groupes sociaux qui partagent des particularités dans leur cursus de vie, extrêmement importante aussi pour désamorcer, pour agir, pour pouvoir mener des actions. Et quelque part, aujourd'hui, cette journée, c'est aussi un moyen pour nous de nous former aux connaissances de tous les chercheurs, de toutes les personnes qui ont bien voulu nous apporter ces éclairages. Et pour amorcer donc sur cette table ronde, on lit de temps en temps dans les manifestations cette citation de Victor Hugo: chaque fois qu'on ouvre une école, c'est une prison que l'on ferme. L'école éduque, donne des outils aux citoyens, elle touche une partie de la jeunesse, les garçons qui, au-delà de 11 ans, ont beaucoup plus de mal à fréquenter les maisons de quartier, contrairement aux filles. Comment réagir lorsque la violence frappe nos classes et nos élèves, autrement que par le cœur de nos métiers, enseigner, apporter des connaissances, décentrer le regard, accompagner les jeunes. Ne pas abandonner le terrain, ne jamais oublier que la démocratie est un processus de tous les instants. Si pour l'instant on a abordé un petit peu la question des moyens qui se réduisent et qui se sont réduits déjà entre les années 80 et les années 90 pour tous les moyens autour de l'accompagnement des jeunes, des maisons de quartier, etc. On voit bien que nos classes se remplissent de plus en plus d'élèves et que cette question des moyens est absolument centrale. On discutait tout à l'heure avec les assistantes sociales, c'est pareil, comment être dans le suivi des jeunes quand on suit des enfants qui sont sur des établissements différents. Cette question des moyens va être absolument centrale. Et donc aujourd'hui, l'ordonnance de 1945 qui protège la jeunesse est remise en question. On a entendu Gabriel Attal questionner cet acquis juridique. Et donc nous allons nous interroger sur les manières dont l'école agit ou peut agir contre ces violences. Quelle place pour les questions liées aux violences entre jeunes dans les programmes de SES au lycée? D'accord? Puisque si on veut donner des clés pour comprendre, est-ce qu'on peut aborder ces questions-là? Il y a une autre approche qui va être intéressante sur cette table ronde, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a un niveau d'écoute qui est assez remarquable, hein, compte tenu du nombre, de la durée des tables rondes. Et en fait, ce qu'on a fait, on a fait un grand TD, où vous avez tous fait une entrée par l'objet, l'objet, jeunesse, territoire, violence. Ça nous mobilise, ça nous permet d'écouter des économistes, des sociologues, des politistes autour d'une question. Et en fait, cette question pédagogique du comment est-ce qu'on accroche l'élève autour d'un objet, c'est une question qui, par exemple, dans le cadre des problèmes de SES, a fini par être profondément remise en question avec un cloisonnement disciplinaire,
c'est-à-dire une séparation entre des objets qui seraient économiques et qui n'auraient aucune conséquence sociologique ou politique, etc. etc. Et on va avoir aussi dans nos programmes des dimensions qui finalement sont devenues beaucoup moins pluralistes, c'est-à-dire qui présentent des approches qui peuvent être dans la microéconomie standard et qui ne vont pas prendre en compte des approches dans lesquelles la régulation par l'État peut jouer un rôle. Et donc la mise à l'écart des débats, puisque les sciences sociales ont cette particularité d'être des sciences de débat, des sciences, pour dire savamment, pluriparadigmatiques, c'est-à-dire qui vont permettre de juxtaposer plusieurs théories, contrairement aux sciences auxquelles les physiciens sont habitués. On va avoir besoin de se poser la question autour de ce qu'il faudrait pouvoir réintroduire dans nos enseignements. Pour continuer, donc, le pluralisme, la liberté pédagogique, la mise en œuvre de dispositifs qui permettent aux élèves d'observer, d'élaborer eux-mêmes des raisonnements, nécessitent des conditions d'enseignement, en particulier des dédoublements qui ne sont pas négociés au bras de fer entre collègues dans un établissement, mais qui sont inscrits dans les programmes à l'échelle nationale, pour qu'il y ait une véritable égalité de traitement entre tous les élèves. Nos dédoublements définis nationalement ont disparu, ils doivent être établis. L'école a été attaquée par les réformes Blanquer et les sciences sociales, dont les SES, en ont beaucoup souffert. Le primaire, le lycée professionnel ont également connu des transformations majeures ces dernières années qui affaiblissent la puissance de l'école à éduquer, et beaucoup de collègues ressentent cette mise en impossibilité de faire leur métier, et ça, en droit du travail, ça se traduit par de la souffrance au travail. Donc, autour de cette table ronde, on va avoir Jean-Yves Mas-Baguillon, qui est professeur de SES, qui est auteur d'une thèse en sciences de l'éducation, animateur d'un blog sur Mediapart. Jean-Pierre Delas, qui est professeur agrégé de SES, aujourd'hui retraité, qui a exercé également en classe préparatoire en grandes écoles, à l'université, en formation des maîtres, CAPES, agrégation, qui a fait aussi des formations. C'est grâce à lui que j'ai eu mon CAPES. On va avoir Emmanuelle Puissant, qui est enseignante-chercheuse à la faculté d'économie de Grenoble, membre du CA et du bureau de l'AFEP, l'Association française d'économie politique, et chargée des questions d'enseignement pour l'association, donc AFEP qui vient de sortir son grand manuel d'économie politique, dont on va avoir quelques clés tout à l'heure. Et Laurence Decoq, enseignante en lycée, chargée de cours en histoire et sociologie de l'éducation à l'Université de Paris, qui est membre de la Ligue des droits de l'homme, des droits de l'enfant, et assure une chronique régulière pour le Café pédagogique, ainsi qu'une émission sur la base si j'aurais su. Nous allons laisser la parole à Jean-Yves Mas-Baguillon. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je suis professeur de sciences économiques et sociales, et donc c'est à travers mon expérience et mes réflexions personnelles sur mes pratiques pédagogiques et sur mes programmes que j'enseigne que je vais aborder donc, cette question. Je vais essayer quand même de ne pas parler uniquement des SES, donc d'évoquer aussi des questions un peu sensibles qui pourraient dépasser le strict je dirais, rapport des SES et qui intéresser, j'espère en tout cas, des gens au-delà de ma profession. Je voudrais déjà quand même parler, effectivement, rappeler quand même ce dont on parle, ces violences entre jeunes, et pourquoi est-ce qu'elles nous choquent, pourquoi est-ce qu'elles sont aussi, entre guillemets, scandaleuses. Il faut bien les distinguer, il me semble, c'est ce qu'avait fait un petit peu ce matin Marwan Mohamed. On parle bien effectivement des violences qui sont absurdes, irrationnelles, c'est paradoxal ce que je dis, mais on ne parle pas des problèmes de délinquance, on ne parle pas de problèmes éventuellement de trafic, etc., où hélas, je dirais, ça va prendre compte, c'est rendre dans une logique de contrôle du territoire, etc., etc. Là, c'est vraiment ce qui nous amène ici, c'est ces violences qui sont liées à de la rivalité, qui sont liées, qui sont totalement incompréhensibles et dramatiques. On l'a entendu ce matin, le témoignage de Yvon Atonga,
Bon, personnellement, je suis sensible à la question, puisqu'on a perdu aussi un de nos élèves il y a 2 ou 3 ans, effectivement, qui est mort aussi lors d'une rixe. Donc finalement, c'est ça aussi qui est bien sur cet objet, finalement, qu'on doit réfléchir et d'essayer de réfléchir à la façon, effectivement, qu'est-ce que peut faire l'école face à cette violence. Alors, est-ce qu'elle est nouvelle ou pas? Je ne sais pas si c'est intéressant. En tout cas, elle est présente, elle nous préoccupe, et il faut évidemment elle nous concerne, et je pense qu'il faut effectivement qu'on s'en empare. Je rappellerai juste qu'au-delà, bien sûr, du drame pour les familles qui sont victimes de ces risques, de ces décès, n'oublions pas aussi qu'il y a des effets de réputation sur les établissements qui jouent aussi énormément. C'est-à-dire qu'effectivement, ça alimente aussi des stratégies d'évitement, des réputations, et effectivement, donc c'est quelque chose qui indirectement touche aussi à l'enseignement public et à notre démarche. Alors, je voulais commencer par une anecdote. Quand Régis m'a demandé effectivement d'intervenir, je me suis souvenu d'une anecdote. Donc, lorsque j'étais jeune prof, j'avais amené dans les années 90 une classe de première à une conférence d'un sociologue qui s'appelle David Lepoutre et qui était un des premiers à réfléchir un petit peu, en tout cas dans les années 90. C'était des questions qui émergeaient, mais qui n'étaient pas complètement... les sociologues commençaient à s'y intéresser de près, et il avait donc publié un livre sur l'étude de l'ethnographique sur une cité. Et lors de la conférence, mes élèves à un moment se mettent à se pousser, à mimer en fait une altercation un peu violente, etc. Enfin, bon, je suis furieux, je dis qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, voilà, un truc officiel, etc. Et tout d'un coup, eux-mêmes se donnent en spectacle face à ce sociologue. J'étais vraiment furieux, et on comprend rapidement qu'en fait c'est une mise en scène. Donc après j'ai été les voir, je dis bon, excusez quand même auprès du sociologue, qui n'avait pas évidemment pris ombrage, mais il m'avait dit, je me souviens, c'est parti un peu vite pour être, l'embrouille était parti un petit peu vite pour être crédible. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que ces jeunes, enfin mes élèves donc, on parlait d'eux en fait, on parlait de la violence, on parlait des quartiers, on parlait de la banlieue. Ils avaient eu besoin de s'approprier finalement, en tout cas de se réapproprier ce dont on parlait. Et ça m'avait fait un petit peu tilt, où je me dis, c'est pas un objet comme un autre. On s'adresse à des jeunes en lycée, enfin, en SEF, en histoire, en collège, qui finalement, ces histoires d'embrouille, ils les connaissent mieux que nous, pour certains. Soit qu'ils puissent en être victimes, parce que c'est une sorte de raquettes, etc., qui peuvent arriver, soit parce que, aussi, le vivent au quotidien. Donc c'est un objet quand même qui est compliqué pour eux à objectiver, c'est-à-dire avoir de la distance, et même pour nous, on parle de quelque chose qui, en général, on connaît, je ne sais pas, ça dépend effectivement du parcours de chacun, mais ce n'est pas quelque chose auquel on a été habitué ou confronté a priori chez les enseignants, ça dépend desquels ça dépend évidemment de leur milieu. Enfin voilà, donc c'est quand même un objet particulier comme cette violence entre jeunes, et c'est pas un objet comme un autre, si on veut s'en emparer, et si on veut effectivement discuter avec les jeunes. Alors, je pense que par rapport à ça, il y a 2 risques. Donc je vous dis encore, c'est des pistes que je souhaitais évoquer par rapport à cet enseignement. Je pense qu'il ne faut pas relativiser le problème. Je pense qu'il y a une petite tendance parfois à dire « Oh oui, bon, c'est pas la peine d'en parler, moi c'est maintenant j'ai entendu des faits divers ». Bon, quand des faits divers se répètent, on parle de faits sociaux en sociologie, c'est un classique. Donc je ne sais pas si c'est uniquement des faits divers, mais en tout cas c'est quelque chose, je pense, qu'on peut historiser, il faut historiser ces violences, on peut parler de la page, des noirs, des skinheads, des punks dans les années 80, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui... C'est pas parce que ça c'est la violence entre jeunes, là, est-ce qu'elle a toujours existé ou pas, à ce point-là, je sais pas, j'en sais rien, mais voilà, on parle encore une fois à des jeunes qui peuvent aussi victimes de ces violences, donc je pense qu'en fait, il faut éviter la relativisation, enfin, de trop relativiser. Et par contre, l'autre risque, c'est la stigmatisation. En fait, à la fois, on est entre deux risques, si vous voulez, un petit peu symétriques. Évidemment, il ne faut surtout pas tomber dans la stigmatisation ou dans l'essentialisation. On l'a entendu ce matin, effectivement, sur les mots d'ensauvagement, comme si c'était quelque chose qui était propre un petit peu à ces jeunes, comme si cette tendance à la violence, ça ne concernait uniquement que des jeunes par origine ethnique, culturelle, sociale, etc. Donc voilà, donc je pense qu'il y a 2 écueils à éviter, de risques en tout cas qu'il faut faire un petit peu attention. En tout cas, moi je pense qu'effectivement, et je vous remercie Régis d'avoir organisé ce colloque, parce que parfois on entend aussi ce discours « Oh non, mais c'est pas la peine d'en parler, ça fait le jeu l'extrême droite ». Moi j'ai entendu ça, j'ai essayé d'évoquer ça plusieurs fois des fois sur Facebook, mais pourquoi tu parles de ça? De toute façon, ce sont des faits divers, et puis justement, si on n'en parle pas, c'est l'extrême droite qui s'en empare, et je pense qu'effectivement, c'était dit ce matin, construire un contre-discours sur cette question des violences, c'est extrêmement important, à la fois au niveau éducatif et au niveau politique. Et je pense que ne pas en parler, c'est peut-être la pire des solutions, parce que ça donne l'impression, effectivement, que après tout, on banalise, on relativise, et que c'est pas intéressant.
Alors, ceci dit, cet objet cette question de la violence entre jeunes, ça renvoie à un débat, on est assez classique en sciences d'éducation, entre l'instruction et l'éducation. C'est-à-dire qu'on est un petit peu à la limite de ce qu'on appelle parfois les éducations A. Je sais pas, éducation à la sexualité, éducation à l'environnement, etc. Dans ces éducations A, il peut y avoir des savoirs mobilisés, mais enfin l'objet c'est de diffuser, de favoriser ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Bon. Or, là, on n'est pas effectivement le risque, je peux en parler un petit peu après, c'est de moraliser cette histoire. Enfin, vous voyez, c'est de dire voilà, c'est pas bien la violence. Oui, c'est pas bien la violence. Mais c'est pas ce registre-là, je pense qu'il faut, c'est pas là-dessus qu'il faut partir. Et donc, si on doit effectivement lutter contre ces violences avec les armes des violences entre jeunes, si vous voulez, avec les armes de la sociologie, c'est bien son instruction, hein, c'est bien à l'aide effectivement de savoir, de connaissances, des enquêtes, etc., tout ce qui a été dit ce matin. Et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement, la sociologie, l'enseignement de la sociologie peut nous aider effectivement peut aider pour pas non plus être trop naïf, trop ambitieux, mais en tout cas, ça peut aider à objectiver et peut-être effectivement à lutter contre ces violences, même si je pense que les logiques sociales qui sont derrière sont tellement lourdes que je ne suis pas sûr que l'éducation en elle-même puisse résoudre le problème. Il faut bien sûr qu'on essaye, c'est pas une valeur, c'est pas un problème qu'on se passe. Alors, donc effectivement, la spécificité de ces violences, c'est quand même qu'on cherche à instruire, mais on a un but, qui est de lutter contre ces violences. Donc je dis encore une fois, il y a un côté éducatif. Et ce débat instruction-éducation, c'est un débat qui est fondamental en philosophie de l'éducation et qu'il faut dépasser. Et là, je trouve ça intéressant parce que du coup, effectivement, on doit à la fois lutter contre ces violences, tout en effectivement mobilisant des outils qui sont des outils épistémiques, hein, c'est-à-dire en fait les savoirs. Et puis, ça renvoie aussi à un autre débat qu'on n'a pas abordé tellement finalement, un procès qui est fait à la sociologie. Hein. Vous connaissez, hein, c'est les fameux propos de Manuel Valls sur effectivement la culture de l'excuse. Comme si expliquer, c'était excuser. Et je pense que là aussi, on a un débat à mener même avec nos jeunes, enfin avec nos élèves, en tout cas en SES, pour dire effectivement, attention, la sociologie, évidemment que c'est scandaleux, évidemment qu'on condamne ces violences, mais expliquer, c'est pas excuser, pas du tout. Hein. Et là, on retrouve aux sources, je veux dire, de la sociologie sur la notion de fait social. Et bizarrement, dans les programmes actuels, je ne sais pas si mes collègues ont noté, on ne définit plus ce que c'est qu'un fait social. Enfin, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'introduction à la sociologie en tant que discipline. Les fondements épistémologiques de la sociologie ne sont plus abordés. Avant, on en bouffait la sociologie en SES, on faisait les textes, etc. Dans le texte. Là, maintenant, c'est terminé. Donc on n'explique plus vraiment ce que c'est qu'un fait social. Or, je pense que revenir justement à expliquer aux élèves que cette violence, elle n'est pas, il faut la désessentialiser, la dénaturaliser, c'est au contraire que la sociologie, elle est faite pour comprendre, et justement, c'est là qu'il y a l'émancipation, et c'est là qu'on peut lutter contre, parce que si c'est un fait, si c'est naturel, la violence, entre guillemets, on ne peut rien faire, puisque c'est propre, je sais pas, de certaines personnes, certains individus, certaines classes, tout ça. Par contre, si elle est produite, si elle est par des mécanismes sociaux, alors là, oui, effectivement, on peut avoir un peu prise sur ces questions-là, et c'est là où, effectivement, il faut reprendre toute la question de la socialisation par les pairs, comment, ça a été expliqué ce matin, hein, comment, effectivement, quand on est en échec à l'école, quand au niveau de la famille, ça ne va pas, quand on trouve des ressources, entre guillemets, dans la rue, et une valorisation de soi, effectivement, qui passe par ce que certains sociologues appellent l'agone, hein, finalement, on est un petit peu là, effectivement, où il faut défendre à tout prix, je veux dire, à son honneur, du quartier. Et je dirais, juste pour finir, je pense qu'on peut revenir aussi faire des ponts avec cette question de l'honneur dans la littérature, enfin dans la littérature du XVIIe siècle, des références précises, mais en fait, en français, enfin, je veux dire en lettres, pardon, les professeurs de lettres, voilà, on pense à toutes les tragédies, que ce soit grecque, que ce soit de Racine, de Corneille, etc., où cette logique de l'honneur, jusqu'à l'absurdité, je veux dire, elle est déconstruite par les grands auteurs, et là, il y a peut-être des ponts à faire, parce que je pense qu'il y a quand même, non, c'est des milieux sociaux totalement différents, mais quelque part, on retrouve effectivement, je veux dire, cette absurdité de la logique de l'honneur qui peut aller jusqu'au suicide ou jusqu'au meurtre pour défendre quoi, cette fameuse identité, etc. Et là-dessus, évidemment, nous sommes donc parfaitement légitimes, je pense, pour les profs de SES et l'ensemble des enseignants pour intervenir. Je vous remercie. Merci à Régis de m'avoir proposé de prendre en charge une intervention dans ce colloque. Je ne suis pas sûr d'être vraiment légitime pour ça, parce que je suis un vieux de la vieille,
Et donc, il y a bien longtemps que je n'ai plus vu des vrais élèves de second cycle. J'ai beaucoup enseigné en prépa et à l'université, mais en fait, tant pis. Et donc, c'est en tant que vieux de la vieille des sciences économiques et sociales que je vais vous proposer quelques idées. En 1966-67, se crée et proposé pour la première fois aux lycéens un enseignement de sciences économiques et sociales. Cet enseignement a donné lieu très rapidement à la création d'une véritable filière complète au lycée, de la seconde au départ à la terminale. Elle s'est d'abord appelée section B, puis section ES. Succès faramineux, puisque pour 200 000 bacheliers de 1970, 7,6 étaient dans cette section, tandis que sur les 393 000 candidats de 2020, 33,9%, 34% étaient dans cette section. Succès donc quantitatif énorme, 8,8 fois plus d'élèves dans cette section que dans le bac général en général. C'est un processus de massification scolaire qui fait suite à celui qui avait déjà eu lieu au primaire et s'était achevé au début du XXe siècle avec la scolarisation d'environ 100% d'une classe d'âge dans les écoles primaires. Quand on arrive après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, là, il faut monter au-dessus. Pour monter au-dessus, il n'y a pas 36 solutions, il faut démocratiser. Donc, massification et démocratisation, c'est exactement la même chose. Et à chaque fois, le même mouvement se produit. Lorsqu'on a voulu massifier l'enseignement dans les lycées d'enseignement général, il a fallu créer une section un peu moins prestigieuse, un peu moins noble, un peu plus facile d'accès pour des milieux sociaux qui, a priori, étaient éloignés de l'école. Ceux du capital culturel, qui se sont engouffrés dans la brèche. Et donc, au fur et à mesure que se développait la série ES, se massifier et se démocratiser, c'est-à-dire une descente vers le bas de l'échelle sociale, les publics de cette section et du lycée en général. Mais ça, c'est tout petit bout de la relief, parce que c'est seulement le lycée général. Parallèlement, un peu plus tard, se sont créés les bacs technologiques et les bacs pro qui ont eu le même effet, mais encore plus fort. C'est-à-dire que l'énorme démocratisation scolaire qui s'est produite essentiellement par la voie ES ou à l'enseignement au lycée général et par les voies techno et pro dans les lycées en général. Donc elle se fait par le bas. Sur le plan quantitatif, succès certain. Sur le plan qualitatif également, puisque finalement, au bout d'une vingtaine d'années, après avoir beaucoup brocardé ces jeunes qui prétendaient faire des sciences économiques et sociales et n'avaient manifestement pas le capital culturel pour, eh bien on a vu que finalement ils s'en sortaient très bien. Et que toutes les enquêtes qui ont été faites sur le futur des bacheliers ES, comparé aux autres bacheliers de ES ou de UL, on s'est rendu compte qu'ils s'en sortaient très bien à l'université, notamment dans l'étude de droit, de sciences politiques ou de sciences économiques, où ils déployaient des qualités qu'on reprochait aux autres de ne pas maîtriser aussi bien. Notamment travail de groupe, travail autonome, travail sur des documents, rédaction argumentée, etc. Donc finalement, bon job. Bon job, mais comme ça a plus ou moins déjà été dit par Régis et par Jean-Yves, on se retrouve dans une situation qui va finir par s'inverser, parce que aujourd'hui, le bac ES a été liquidé en 2020, si ma mémoire est bonne. Depuis 2021, on a des spécialités de première et terminale, et on a bien vu qu'au niveau qualitatif, on y a beaucoup perdu. Quand je dis on, c'est le groupe des sciences économiques et sociales, leurs enseignants et leurs élèves et parents d'élèves. Pourquoi on y a beaucoup perdu? Tout simplement parce que, en même temps qu'on généralisait cet enseignement, puisqu'il est entré dans le tronc commun de seconde, avec 1h30 de présence, puis en première une spécialité avec 4 heures, en terminale une spécialité avec 6 heures, on a touché beaucoup plus d'élèves. Augmentation du nombre total d'élèves, sans augmentation proportionnelle évidemment du nombre d'enseignements, explosion du nombre d'élèves par enseignant, et surtout suppression de la plupart des dédoublements qui permettaient de travailler en TD, et suppression de certaines options qui avaient été créées, je passe sur les détails, et qui ont également disparu, et dans lesquelles évidemment il y avait moins d'élèves, et on pouvait approfondir. Pour vous rendre compte de la situation, nos collègues qui enseignaient en première et terminale dans les années 2000 ou à la fin des années 90 pouvaient avoir jusqu'à 9 ou 10 heures dans la même classe. Très grande proximité avec les élèves, beaucoup de possibilités d'attaquer l'apprentissage par tous les biais possibles et imaginables, parce que beaucoup de temps, beaucoup d'heures, c'était le confort, c'était la belle vie, c'était une autre vie. Alors, les sciences économiques et sociales, c'est non seulement un truc qui s'est mis au milieu et qui a pris beaucoup de place,
mais beaucoup de place, c'est aussi un projet. Au départ, ce projet, il vient d'une école qui a été créée à l'université, dans les sciences historiques, parmi les universitaires, parmi les historiens. C'est la révolution de l'école des annales, qui était une école qui rejetait la façon traditionnelle d'étudier et de rechercher en histoire, à savoir l'histoire événementielle, on va dire, et proposait à la place une histoire socio-économique, basée sur l'étude des grands mouvements historiques de long terme, et de la société et de l'économie. Ils ont beaucoup fait progresser la science, et ils feront beaucoup progresser aussi l'école, les plus connus, Marc Bloch, Lucien Pierre, plus tard Fernand Braudel, et deux universitaires, notamment Marcel Roncoyolo et Guy Palmade, ont poussé dans les années 60 à la création de ce nouvel enseignement qui va tout de suite être associé à une nouvelle filière dont j'ai parlé à l'instant. Cette nouvelle filière, dès le début, elle se propose un objectif qui est un objectif purement et uniquement politique. C'est l'objectif de Jules Ferry. Je cite Marcel Roncoyolo, donc celui qui au ministère a mis en place l'introduction de cette nouvelle discipline et de cette nouvelle section pour proposer aux élèves de lycée. Les ECS ne voulaient pas être un enseignement professionnel, c'est-à-dire que l'on ne voulait pas former des gens pour faire de l'économie, mais pour comprendre le monde dans lequel ils vivaient. C'est un peu différent. En clair, on voulait former le citoyen et absolument pas apprendre telle ou telle brique de science ou de littérature. Alors, d'emblée, cela a fabriqué une espèce de culture commune. On était en 68, premier bac, 68. Première session de CAPES, 69. Première session de la grecque, 77. Donc on est en plein dans l'utopie de ce sortidard. Nous étions à l'époque tous des jeunes sortidards. J'en connais à côté là-haut qui sont à peu près de mon âge, voire un peu plus, et qui s'en rappellent très bien. Et à cette époque-là, on a forgé une culture commune des enseignants qui a vraiment été à l'origine d'un mouvement qui est tout autant un mouvement disciplinaire qu'un mouvement sociopolitique, un mouvement militant, on va dire. La posture des enseignants de sciences économiques et sociales n'était pas exactement la posture traditionnelle du maître à l'égard des élèves. Bref. Nos points forts. 1. Pluridisciplinarité. Aucun des thèmes qu'on doit étudier ne peut l'être avec l'apport d'une seule des sciences sociales qui font notre ADN. Sciences économiques, histoire, sociologie, ethnologie, anthropologie, sciences politiques. Deuxième chose, pluralisme. Quand on est plus savant, comme Jean-Yves, on dit pluriparadigmatique, c'est dur à prononcer. Voilà. J'ai réussi et j'en suis très fier. Pourquoi pluriparadigmatique? Pourquoi? Parce que, eh bien, si on prend le travail, si on prend le chômage, comment voulez-vous expliquer le chômage aux étudiants avec la seule théorie néoclassique standard? Si vous ne connaissez pas, c'est très simple. En gros, s'il y a des chômeurs, c'est parce que le travail est trop cher. Solution, on baisse le taux de salaire et l'emploi va augmenter aussi sec. Ou alors, au complément, pourquoi il y a du chômage? Parce qu'il y a des aides sociales. Solution, on baisse les aides sociales et à nouveau, les gens vont travailler. C'est très simple, très clair. En plus, c'est pas totalement complètement faux. Donc, il ne faut pas totalement complètement le négliger. Il faut le prendre en compte. Et sans le prendre en compte tout seul, vous voyez le genre de jeunes qu'on va former. Donc, il nous reste une position complètement inverse. À l'université, c'est une espèce d'attitude schizophrénique. En première année, ils enseignent la microéconomie néoclassique, et en deuxième année, boum, keynésianisme. Et alors, c'est exactement l'inverse, puisque le chômage n'est absolument pas dû à des salaires trop élevés. Bien au contraire, si on monte les salaires, ça va augmenter la demande, donc ça va augmenter l'emploi. Donc, vous voyez déjà deux paradigmes qui s'affrontent, tout simplement parce qu'en sciences sociales, et les sciences économiques sont une science sociale, jamais aucune expérimentation ne permettra de dire « toi t'as raison, toi t'as tort ». On pourra dire des tas de choses, on aura des arguments plus ou moins valides, mais jamais on ne pourra dire « celui-là, il s'est complètement planté, ce qu'il dit est totalement inacceptable ». Troisième possibilité, les critiques de la mondialisation libérale vont dire « ah oui, mais on a mis en concurrence les travailleurs du monde entier, et bien sûr, nous, nos travailleurs sont trop chers, donc c'est normal qu'ils perdent leur emploi ». Donc vous voyez, si déjà on n'a pas ces trois approches, et si on n'ajoute pas une quatrième approche qui serait proposée par la sociologie et qui consisterait à dire oui, mais il faut aussi voir que toute une série de gens ont été éliminés depuis si longtemps du marché du travail qu'ils sont devenus quasi inemployables. Donc il y a toute une stratégie de type social, de type éducatif, pour essayer de les ramener vers l'emploi.
Bien, donc vous voyez qu'il y a du travail pour celui qui cherche à ouvrir véritablement les dossiers complètement. D'autre part, sur le plan pratique, approche par les objets, ça a été dit par mes collègues, approche par les objets, ça veut dire qu'on ne part jamais d'un modèle théorique, on ne va pas leur enseigner comme on fait à l'université en premier point la théorie néoclassique, on n'aura jamais le temps de voir comment ça s'applique dans la réalité, puisque c'est tellement compliqué sur le plan ne serait-ce que mathématique qu'on a largué tout le monde très rapidement et qu'on n'aura jamais le temps d'aller vérifier si ça tient la route empiriquement. Je signale au passage que la théorie néoclassique considère que l'équilibre se fait sur le marché à compter du moment, pour une raison toute simple, les entreprises ne peuvent pas croître parce qu'au-delà d'une certaine quantité, les entreprises vont voir leur coût de production tellement s'envoler qu'elles ont intérêt à arrêter de croître. Comme chacun sait, il n'existe pas de multinationales, donc du moins elles sont impossibles si la concurrence est préservée. Donc on est dans une situation où il nous faut absolument partir du concret, partir de l'expérimentation. Il y a 3 implications pédagogiques. Et c'est la mise en activité des élèves qui fera la dernière partie de notre ADN. Cette mise en activité des élèves, aujourd'hui elle est bien connue, nos collègues historiens, géographes pratiquent depuis longtemps les travaux sur documents. En sciences économiques et sociales, ça veut dire qu'il faut travailler en 3 temps. Premier temps, je donne quelques outils, quelques notions, parce que si l'élève ne sait pas calculer un pourcentage, si on n'a pas travaillé avec le prof de maths, comme c'était proposé tout à l'heure, pour apprendre à familiariser les élèves avec ces outils, évidemment, ils vont être complètement secs devant un dossier statistique. Description des faits avec les élèves. Les élèves découvrent. Tout ce qu'ils vont trouver par eux-mêmes, c'est ce qu'on avait appris lorsqu'on avait des stages à la grande époque. On avait tous les ans, pendant une semaine, un stage où tous les nouveaux entrants dans la profession étaient socialisés, on peut dire, étaient acculturés au travail qu'on allait leur demander. Vous voyez un peu comment aujourd'hui on prend un nouveau professeur, on lui donne 2 heures de formation, on lui explique qu'il faut faire l'appel, et le lendemain il est dans la classe. Dernière chose, en fin de cours seulement, alors on peut proposer des apports théoriques. Eh bien, voyez. Et ces apports théoriques, pardon, permettent. C'est clair. Bien. Dernière donc, étape, le débat et les apports théoriques. Je me souviens, à l'époque, on avait des instruments pédagogiques basiques, quand on avait ce qu'on appelait des vidéoprojecteurs, je crois. Il y avait une lumière, on mettait un transparent dessus, et au mur, on avait rétroprojecteur. Voilà, c'était derrière. Idée géniale, j'ai dit on va faire débattre les élèves, donc chacun travaille sur un dossier documentaire en groupe, et puis ils écrivent sur le transparent, avec un stylo que je leur avais distribué, ils écrivent ce qu'ils ont trouvé. Et puis chacun passe au vidéoprojecteur et propose son analyse. Donc apprentissage en même temps de la technique de la parole. Je m'étais rendu compte d'une chose, il y avait quasiment pas de faute d'orthographe sur leur petit papier qu'ils allaient projeter, parce qu'ils savaient que ça serait au mieux. Voilà donc ce que fait l'ADN. Ensuite, cet ADN, il a été mis en cause non seulement par les réformes qui sont récentes, mais qui n'ont pas du tout pris ce genre d'argument, mais il a été mis en cause dès l'origine par tout un lobby d'intellectuels assez proches du patronat ou d'entreprises, de la presse pro-business, vous savez, le genre Challenge, etc., qui ont dit en gros, les professeurs de la SES, ce sont des marxistes, ils endoctrinent nos jeunes, il faut absolument extirper ce corps professoral de l'école. Ces tentatives ont fini par aboutir. C'était très long parce qu'on a résisté pied à pied en 1980. Il nous a fallu faire une grève. 80% des professeurs de sciences économiques et sociales étaient en grève pendant une journée parce qu'il était prévu de retirer le S de sciences économiques et sociales. Et donc nos sciences n'étaient plus qu'économiques, elles avaient plus de dimension sociale. Grève, et on avait gagné, on n'a pas toujours gagné, loin de là, cette fois-là on avait gagné. Et donc pendant 30 ans, par la suite, on a pu continuer à faire des sciences économiques et sociales avec un S. Ces victoires, ça ne s'est pas si bien terminé que ça, parce que dans les années 2010-2020, il y a eu là une offensive beaucoup plus réussie, puisque à l'initiative de certains universitaires, comme Philippe Aghion, peut-être si vous avez entendu parler de la dernière réforme de 2019, qui ont voulu absolument essayer d'introduire le découpage des disciplines, comme ça a été évoqué tout à l'heure, et à l'intérieur de la discipline économiste, puisqu'il s'agit d'une économie,
d'un économiste, à recentrer une très grande partie des programmes sur, en gros, le modèle standard présenté de façon en plus, entre guillemets, la plus stupide qu'on puisse imaginer. Bref, peu importe, mais le résultat, c'est que, en même temps que quelques années plus tard, on perdait les TD et tous les horaires qui permettaient de s'étaler un peu, de faire du travail approfondi avec les élèves, on s'est rendu compte que entre ces réformes des programmes et l'augmentation du nombre d'élèves par professeur et la diminution du temps de travail en présence des élèves, on n'arriverait plus à faire ce qui relevait de notre travail. Alors ce travail, pour conclure, bien, pour nous, et c'était tout à fait dans l'idée du projet, pour nous, il doit permettre aux jeunes, il doit armer les jeunes pour étudier de façon un petit peu objective les questions qu'on appelle les questions socialement vives, les questions touchy, les questions sur lesquelles, dès qu'elles sont évoquées, tout d'un coup, il y a la moitié de la classe qui bondit, l'autre moitié qui devient tout rouge d'émotion, parce que on en parle tout le temps, tout le monde en parle, c'est dans la presse, c'est nous, c'est les réseaux sociaux, ça va être l'immigration, ça va être la délinquance, ça va être Trump, ça va être tout ce que vous voulez. Il n'y aura pas de possibilité d'avoir une salle froide, une salle capable de raisonner sur des faits et de les confronter les uns avec les autres. Pour cela, il nous faut insister et réinsister toujours sur la méthode. Il faut faire comprendre aux élèves qu'ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais il faut d'abord qu'ils établissent ce qui existe. Donc c'est pourquoi l'entrée par les objets est absolument indispensable. Si on commence par entrer par les théories, tout de suite ils vont se mettre à roue libre. La théorie de toute façon elle vient de façon descendante, elle n'est pas appropriée par l'élève évidemment, puisque la théorie, on ne peut pas imaginer que l'on va leur donner des documents, puis ils vont nous reciter Keynes, Marx ou Walras. Donc si on entre par les objets, on entre par une méthodologie, par une approche scientifique, essayer d'établir la réalité des faits. Juste 2 points pour entrer dans le concret, 10 secondes. Première chose, apprendre à supprimer les effets de structure. Et une belle époque où on avait la démographie, on avait la famille au programme. Et dans la démographie, il y a une des lois absolument indiscutées de la science sociale, c'est qu'au fur et à mesure que le développement économique se produit, le taux de nombre d'enfants par femme diminue. C'est une loi, on appelle ça la transition à la révolution démographique. Très bien. Et quand on regarde les statistiques, on se rend compte que le taux de natalité dans certains pays est extrêmement faible, tandis que leur taux de mortalité est extrêmement élevé, notamment des pays comme l'Italie, comme la France, moins, comme l'Espagne, etc. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a l'effet structure. Derrière le taux de mortalité, c'est-à-dire le nombre de décès pour 1000 habitants, on a la structure par âge de la population. Population vieille des pays riches et développés d'aujourd'hui, à force d'espérance de vie, évidemment plus de mortalité et moins de natalité. Même chose, le taux de natalité, c'est le nombre de naissances pour nombre de naissances pour 1000 habitants. Donc, effet structure, comment décoder les faits? C'est-à-dire voir derrière les faits qui nous sont présentés quelque chose qui n'est pas visible, tout simplement parce qu'il est masqué par des faits qui sont mal présentés. La science, doit aller contre l'évidence. Deuxième exemple, on a beaucoup parlé évidemment de Trump, il y a un programme de sciences politiques, quoi de mieux que d'étudier ce qui se passe aux États-Unis au moment des élections. Tout le monde a dit que M. Trump avait triomphé. Méthodologie des sciences éco et sociales, on peut aussi publier la méthodologie des sciences éco, regarde les chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En 2020, quand Biden a été élu, il y a eu 27 millions de votants supplémentaires sur les 150 millions habituels au total. 27 millions supplémentaires. Là-dessus, 11 millions de plus pour Trump, 15 millions de plus pour Biden. Biden est élu avec 2,8 millions, je crois, quelque chose comme ça, 2,4 millions de voix d'avance. C'est le sortant qui perd, c'est le challenger qui gagne. Élection suivante. Il y a cette fois-ci 5 millions d'électeurs en moins. Trump s'en sort pas mal, puisqu'il là-dessus, il rafle quand même 1 ou 2 millions d'électeurs supplémentaires. Tandis que Harris, par rapport à Biden, perd 7,5 millions d'électeurs. Est-ce que c'est un triomphe de Trump? Je veux bien. Mais est-ce que ça ne serait pas d'abord un effondrement tout à fait compréhensible
de Harris, qui a subi évidemment le bilan de Biden. Alors le bilan de Biden, bah, bon, on a trouvé beaucoup d'explications, fin du vote, de catégorie, etc., peu importe, mais il y en a une, moi, qui me frappe. Et là aussi, la méthodologie des sciences sociales est une arme pour comprendre le monde. Lorsque les électeurs américains ont refusé d'aller voter Biden, parce que c'est plus des gens qui ont refusé d'aller voter Biden que des gens qui ont basculé de Biden vers Trump, quand ils ont refusé d'aller voter Biden, c'est tout simplement parce qu'ils ont vu que les prix avaient augmenté de 30% depuis le premier mandat de Trump et jusqu'à la fin du mandat de Biden. Mais alors là, les économistes, ils restent sur les fesses, ils ne comprennent pas. Biden a maîtrisé l'inflation. Effectivement, 8% en 2022, 2,9% en 2024, ça va être un petit peu moins en 2025 avec toutes les folies des fois qu'on s'est dépassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas deux vérités, mais il y a deux choses absolument différentes et contradictoires qui sont vraies toutes les deux. Il n'y a pas la vérité de Biden et la vérité de Trump, il y a la vérité des statistiques qui relèvent de la politique économique, l'inflation monte ou elle baisse, et puis il y a une autre vérité, c'est combien ça coûte en plus par rapport à la dernière date dont je me souviens, le dernier prix dont je me souviens. Et ça, il n'y a pas photo, quand on a 30% plus cher son caddie, eh bien, on ne vote pas à nouveau pour le même, pour le président. Bonjour, alors moi je vais intervenir en tant que membre de l'AFEP, donc l'Association française d'économie politique, qui, nous on dit souvent c'est la petite sœur de l'APSES. Donc voilà, du coup moi je ne vais pas vous présenter mes recherches, mais en tant que effectivement membre de l'AFEP, dans un contexte, alors je vais aller vite, donc je ne vais pas tellement démontrer, je vais directement aux résultats, et si vous voulez en savoir plus, voilà, on pourra discuter dans d'autres cadres. Nous, le contexte qu'on analyse avec l'AFEP, c'est une triple domination de l'économie dite standard, qui est devenue donc mainstream, une domination par les médias, on l'a vu, une domination politique, puisque les conseillers, les économistes conseillers aux politiques sont, quand on dit juste économiste, on sait qu'il y a 9 probabilités sur... Enfin, il y a voilà, 9 chances sur 10 ou malchance qu'ils soient standards. Et puis, et c'est beaucoup l'objet de nos analyses, une domination académique. La FEP a montré dans 2 rapports disponibles sur le site que si les modalités de recrutement et de promotion restent inchangées, c'est voilà, la diminution et la fin programmée de l'économie politique à l'université. Alors, 3 temps pas du tout équivalents en termes de temps, et voilà, j'irai droit au but. Donc d'abord, qu'est-ce que ça veut dire effectivement le pluralisme en économie? Et surtout, c'est surtout pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir dans cette table ronde-là, vous présenter un outil qui n'est pas magique, qui ne résoudra pas tous les problèmes, et dont on s'est doté, qu'on a construit collectivement, un outil pour essayer de faire vivre, rendre visible et développer l'économie politique et le pluralisme dans les universités, qui est donc un grand manuel que je parle. Le grand, c'est Duno qui nous l'a imposé. Nous, on voulait s'appeler le manuel d'économie politique, mais Duno a estimé qu'il fallait être grand. Voilà, donc le grand manuel d'économie politique. Et puis, si j'ai le temps, un exemple très concret de ce qu'apporte l'économie politique, c'est-à-dire une économie par objet et par controverse. Alors, rapidement, donc le pluralisme en économie, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, selon nous, le pluralisme est fragilisé et menacé par, justement, une forme hégémonique de l'économie standard, et l'idée n'est pas, le problème n'est pas l'existence de l'économie standard, mais sa forme hégémonique, dont pour nous on se rend bien compte à tous les niveaux. Le positionnement en économie politique de la FEP, c'est que la science économique effectivement n'existe pas, que l'économie est encastrée dans la société, dans les rapports de force, dans les rapports de production, etc., et que l'économie est centrale dans les choix politiques et les choix de société. Et l'enjeu de l'économie politique à l'université, c'est excessivement difficile parce que les étudiants et les étudiantes, dès la première année, ont dans leur écrasante majorité en tête que quand on est un économiste sérieux, pour baisser le chômage, on baisse le coût du travail. Pour relever les défis écologiques, on développe le progrès technique. Voilà. Et quand il y a controverse, c'est qu'on n'est pas tout à fait sérieux ou qu'on est un peu sociologue.
régulièrement, des étudiants viennent me voir à la fin de l'amphi pour me demander si je ne suis pas sociologue. Je le prends comme un compliment, hein, tout à fait. Voilà. Donc voilà, et donc du coup, effectivement, il n'y a plus de truc, c'est pas très grave, je pense. L'objectif vraiment, c'est de réhabiliter la légitimité et la scientificité des controverses scientifiques qui sont constitutives du débat démocratique. Et donc, effectivement, la formation des jeunes à ces controverses, et la FEP, hein, une de ses premières contributions, moi je peux pas le faire, ah c'est bon, la FEP, une de ses premières contributions, s'appelait à quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose. Et effectivement, c'est vraiment ça que... Voilà. Et donc ça s'inscrit, je ne le développe pas, je pense que tout le monde le sait, ça s'inscrit dans des critiques qui deviennent de plus en plus virulentes et de plus en plus médiatisées des étudiants et étudiantes eux-mêmes et elles-mêmes, de la L1 au master, au bachelor, contre cette économie standard qui ne nous permettent pas de mieux comprendre la société. Donc, je ne développe pas, je vous le dis directement, on a fait une étude, l'insoutenable manque de pluralisme dans l'enseignement de l'économie à l'université. On a 6 collègues qui ont travaillé sur toutes les maquettes pédagogiques de toutes les licences d'économie-gestion de France et donc qui ont fait effectivement une cartographie qui nous alerte et qui nous sert d'outil. Là, on est en train de... Et l'ABCES d'ailleurs a participé avec Régis le 11 février. On a lancé notre tour de France de la FEP, de la présentation de cette cartographie et du manuel pour essayer de sensibiliser un petit peu les collègues et les étudiants à cette standardisation des maquettes et à la baisse du pluralisme dans les universités. Je ne développe pas, je n'ai pas le temps. On est là pour essayer de construire et de réfléchir aux propositions, d'où la présentation du manuel. Donc j'ai eu la chance de coordonner avec Anaïs Engel de l'Université Paris-Cité et Yann Guy de l'Université Rennes 2. Alors l'idée vraiment, on a eu, ça a été très long, plusieurs années de maturation pour sortir cet outil. Donc l'idée c'est vraiment un manuel le plus large possible dans ces objets, à destination au départ des étudiants et des étudiantes, mais également des enseignants et des enseignantes. On s'est rendu compte qu'au-delà de, allez, si on est optimiste, 4 viviers d'économie politique dans les universités, sinon les collègues hétérodoxes, ils sont souvent très isolés dans leurs universités et ils peuvent se retrouver à faire un cours de macroéconomie, d'économie internationale, d'économie industrielle. Et l'idée de ce manuel-là était aussi de donner des billes et des outils et des aides pour pouvoir constituer des cours avec ces terminologies très standardisées de manière politique et sous l'angle de controverse. Voilà, donc on a fait le parti d'où la lenteur du processus. Voilà, donc encore il y a 55 auteurs et autrices qui ont contribué à ce manuel. L'idée était qu'il soit le plus large possible pour qu'il soit le plus relayé possible, parce que l'université, il y a des égos très importants, et donc quand on ne contribue pas, on a du mal à diffuser les... Voilà, donc ça a été 3 années de grands moments de bonheur. Voilà, donc rapidement, les parties, je ne les présente pas, je vous les fais toutes, voilà, pour vous montrer, c'est pas exhaustif. On a essayé de faire en sorte que ce soit le plus large possible, pour que ce soit voilà, une aide à la fois aux étudiants et étudiantes qui n'ont pas d'économie politique dans leur cursus, parce qu'il y en a beaucoup. Et on a effectivement commencé par l'histoire de la pensée économique pour réinsister sur la centralité de l'HPE, et on a terminé sur méthodologie au pluriel, où on réhabilite d'une manière de controverser et en économie politique les questions de la pluralité des méthodes et de l'urgence de la pluralité des méthodes. Alors ça, je le dis juste en 2 minutes. Je vous donne un exemple des apports en termes d'objets et de controverses. Donc j'ai eu la chance de coordonner à l'intérieur le petit chapitre sur l'économie sociale et solidaire, parce qu'il se trouve que c'est mon terrain de recherche aussi. Donc on a été 7 collègues à réaliser ce chapitre, donc vraiment sous l'angle de controverse. Et en fait, ce qu'on a réussi, ce qu'on a essayé de montrer dans le chapitre, c'est que les controverses commencent dès la définition, effectivement, de l'économie sociale et solidaire, et que selon le type de définition qu'on utilise d'entrée de jeu, on ne va pas avoir la même explication et les mêmes capacités d'analyse du rôle de l'économie sociale et solidaire dans le système capitaliste. Et donc, je vous donne l'exemple d'une seule controverse, effectivement, qui marche bien parce que ça questionne beaucoup les étudiants et étudiantes, c'est les différents rôles de l'ESS dans le système capitaliste. Si on a une approche standard, on a un rôle de l'ESS proche du rôle de l'État en cas de défaillance des marchés. Si on a une approche en termes d'économie politique et de controverse, on peut penser la question de la régulation du système capitaliste, de la transformation. Est-ce qu'il y a un rôle palliatif? Est-ce qu'il y a un rôle réparateur, etc. Et effectivement, l'idée, c'est pas de choisir, mais c'est de donner à voir, effectivement, les différentes manières de voir l'ESS. Voilà.
pour toutes ces controverses que je ne vous présenterai pas. Et en conclusion, l'idée effectivement de l'Association française d'économie politique, c'est vraiment d'essayer de diffuser le plus largement possible l'idée qu'il est urgent de faire de l'économie autrement, c'est-à-dire de manière pluraliste. On le dit, on le redit, l'idée n'est pas de remettre en question la légitimité d'une approche microéconomique, l'idée est de remettre en question l'approche hégémonique de l'économie standard qui est devenue dangereusement mainstream. Et donc c'est avec cette double approche par objet et par controverse, et croyez-moi, convaincre certains collègues qui sont sûrs d'être les personnes qui connaissent en France le mieux leur objet, de les obliger à présenter dans le manuel par controverse, ça a été compliqué, mais je pense que ça c'est quand même un vrai apport de ce qu'on a essayé de faire. Et surtout, et on insiste là-dessus, c'est que enseigner l'économie de manière pluraliste sous l'angle par objet et par controverse nous semble une urgence pédagogique, mais aussi démocratique. Aujourd'hui, à la fin d'un amphi de première année d'étudiants et étudiantes en éco-G, il faut plusieurs heures de séances d'amphi pour expliquer que charge sociale, ce sont les cotisations sociales, et qu'est-ce que ça véhicule le fait de parler de charge sociale, donc il y a du boulot, mais vu le nombre qu'on est aujourd'hui, je suis relativement optimiste et on va y arriver. Il me revient la lourde tâche de vous maintenir encore éveillé quelques minutes. Bravo d'être resté aussi longtemps. Je profite d'avoir le micro pour vous dire quelque chose qui est un petit peu hors sujet, pas totalement, mais je voulais vous dire qu'en fait, je n'avais pas forcément mesuré à quel point ce meurtre de Crépol avait affecté la communauté éducative au sens large. Et qu'à force de discussion depuis ce matin avec vous, avec les professeurs des écoles, dont ce sont les anciens élèves, avec les professeurs de collège, de lycée, et toutes les associations d'éducation populaire et la PJJ, etc., je le mesure et je voulais vous dire merci, parce qu'il faut qu'on apprenne à se dire merci, ça fait du bien. Et je pense qu'en fait, sans vous et sans nous, le monde irait encore plus mal. Je vais commencer par vous raconter l'histoire de mon prochain livre. C'est très narcissique. En fait, c'est complètement dans le sujet. Vous allez voir, c'est une histoire qui n'est pas très drôle. Elle a lieu le 8 février 1973 à Paris, dans le 19e arrondissement. Un jeune garçon de 14 ans qui s'appelle Patrick, un soir, décide de se venger et d'aller mettre le feu à son collège. Comme c'est le soir, il est persuadé que ça n'aura pas de conséquences humaines. Sauf que ce soir-là, les cours du conservatoire ont été délocalisés dans le collège, et donc il y a, à la suite de cet incendie qui prend à peu près 25 minutes, le collège s'effondre en 25 minutes, il y a 16 morts, dont des enfants, évidemment, la plupart sont des enfants, et lorsque on retrouve les coupables, ils sont deux, mais c'est surtout un, Patrick, donc 14 ans, lorsque la police lui demande pourquoi est-ce qu'il a mis le feu à son collège, Patrick répond « Je ne voulais pas être dans la classe des déchets ». C'est une entrée en matière pour me permettre de réfléchir avec vous sur le rôle que peut aussi avoir l'institution scolaire dans la fabrique de violence, et partant, aussi peut-être réfléchir avec vous sur les possibilités que tout cela cesse. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne fais pas partie des pensées radicales de la gauche critique de l'école qui considère que l'école étant une prison, autant la faire sauter, hein, et donc une société sans école, et libre enfant de ce moril, et construisons des écoles privées en contrat à 1,5 SMIC par mois. Je suis une farouche défenseuse de l'école publique, mais pour autant, ça ne nous empêche pas de regarder un petit peu ce qui se passe, ces dysfonctionnements, et dans quelle mesure cette institution participe aussi à cette fabrique de violence, puisqu'on est au cœur du sujet. Le premier point sur lequel je voulais insister, c'est que l'une des vertus, à mon avis, de l'école publique, c'est que depuis sa création, c'est une école qui nous met en tension, et elle met les élèves en tension aussi,
une tension entre une formation à l'obéissance, c'est l'école républicaine, elle est faite pour faire des petits républicains, donc une formation au consentement. D'ailleurs, regardez, on parle de programme scolaire, programme, c'est affreux comme mot, il n'y a qu'en France qu'on dit programme. Et pire encore, discipline. Donc nous, on est vraiment le pays des programmes, de la discipline, etc. Donc on a ce pan d'une école qui est une institution qui contrôle. Mais je parle de tension parce que depuis sa création aussi, l'idée d'accompagner la formation de l'esprit critique, on pouvait l'appeler autrement auparavant, mais l'idée d'apprendre aux élèves à penser, on va dire les choses comme ça, elle est là aussi depuis le début. Et comme le fait par exemple la pédagogie institutionnelle, l'intérêt de cette institution, c'est à la fois de penser avec et de penser contre, et c'est cette tension qui fait avancer. Hein. C'est-à-dire que voilà, on peut effectivement réfléchir contre l'institution, mais aussi réfléchir avec, et finalement cette tension, elle peut être aussi productive. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en train petit à petit, depuis quelque temps, de basculer vers le côté, enfin vers une accentuation, voire une hégémonie, et pour l'instant pas encore un monopole, mais ça va dépendre de nous, du côté contrôle, du côté coercitif. Pour des raisons qui ont déjà été données là, le fait que, des programmes indigestes, on court toujours après le temps, hein, et donc on ne laisse absolument aucune possibilité aux enfants de prendre une bouffée d'oxygène et de s'arrêter pour penser, comme dirait le diplomatique, hein, on s'arrête, on réfléchit. On ne peut pas réfléchir si on ne s'arrête pas, hein, ça n'est pas possible, il faut essayer, hein, ça n'est pas possible. Donc, on est dans une institution qui, de plus en plus, de par son fonctionnement, que vous connaissez parfaitement bien, la néolibéralisation, le temps qui presse, le côté technocratique qui s'impose, etc., la folie de l'évaluation, etc., on est dans une institution qui confisque le temps des profs, ça pourrait être un sujet, mais qui confisque aussi le temps des élèves. J'ai le souvenir, je vais vous donner deux exemples qui m'ont particulièrement choqué. 2015, les attentats, vous avez la ministre de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, dans l'hémicycle, donc oui, c'est la gauche, hein, et qui dit, au moment de la question des minutes de silence, déjà le fait d'imposer le silence pour réfléchir à une question, c'est déjà compliqué, mais donc il dit dans l'hémicycle, il y a eu des questions d'enfants et c'est insupportable. Alors, évidemment, cette phrase-là, considérée comme insupportable qu'il y ait des questions d'enfants, vous voyez que ça pose déjà un certain nombre de questions. Et puis, vous avez aussi eu depuis, hein, et ça ne cesse de s'accélérer, des enfants de 8 ans envoyés au commissariat, des enfants qui, tout jeunes, hein, ont des paroles, effectivement, qui sont des paroles qui, si elles étaient dans la bouche d'adultes, ne seraient pas recevables, mais justement, ce sont des enfants. Voilà. Et donc, ces paroles-là, il faut bien apprendre à les décoder. Aujourd'hui, il y a une impossibilité, voire un interdit, hein, de décoder les paroles d'enfants. J'ai plein d'autres exemples pour aller dans ce sens d'une forme de renforcement du côté coercitif de l'institution. Je ne vais pas tous les développer parce que je n'ai pas le temps. Je vais simplement terminer par le dernier exemple qui me semble fondamental parce qu'il en a été question aussi, qui est celui de la multiplication des atteintes aux droits de l'enfant. On a parlé des enfants qui étaient en décrochage à partir de 10-11 ans, évidemment ce n'est pas une grande majorité, Dieu merci, mais il faut aussi parler des enfants que certaines municipalités refusent d'inscrire à l'école. Je pense par exemple aux enfants roms. Vous savez qu'il y a aujourd'hui parmi les populations roms des enfants qui ne sont jamais scolarisés, hein, et c'est un refus véritable de la municipalité. Tout ça pour dire que dans ce processus qui n'est pas très réjouissant, les premiers enfants à en souffrir sont évidemment les enfants des classes populaires. Ce sont eux qui subissent le plus cet effet de l'accélération, cet effet de la confiscation du temps, tout simplement parce que, vous le savez mieux que moi, hein, dans les familles à fort capital culturel, en réalité, on passe son temps à réfléchir. Hein. Dès l'âge de 6 mois, on a son premier livre rugueux, à 1 an, pour aller dans le bain, à 1 an, on connaît toutes les couleurs, et donc il ne se passe pas un jour sans que, de toute façon, l'enfant soit perpétuellement questionné sur ce qu'il voit, sur ce qu'il ressent, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les familles des classes populaires. Donc, évidemment, si l'institution elle-même confisque le temps de la réflexion et que, hors institution, ça pourrait être d'ailleurs un rôle d'éducation populaire, ça, hors institution, ce temps n'est même pas accordé à l'enfance, vous comprenez bien que ça peut générer un certain nombre de frustrations.
Et je crois que, même si c'est un peu simpliste de le dire, hein, mais que les jeunes aillent chercher de la réassurance ailleurs, y compris dans des formes de déviance ou dans des formes de violence, finalement me semble aussi s'expliquer par ces différents aspects-là. J'ai aussi en tête, souvenez-vous, au moment de l'assassinat de Dominique Bernard, il y avait eu un article dans Le Monde où il est raconté que l'ancien prof de PS de Mohamed, je crois qu'il s'appelait Mohamed, le garçon, l'ancien prof de PS essaye de l'arrêter. Et donc, ça se passe dans l'établissement, c'est son prof, et il le regarde et il lui dit « Mohamed, je ne te reconnais pas ». Et moi, j'avais trouvé cette phrase absolument incroyable, parce qu'on sait tous, hein, on a tous presque été confrontés à cette situation, on est dans une institution scolaire, on est le ou la prof de l'élève, on le connaît. Hein. Alors ça marche ou ça marche pas, on l'arrête pas toujours, mais il est très très rare qu'il y ait zéro dialogue. Et là, ce qui est expliqué, c'est qu'il y a zéro dialogue. Mohamed, je ne te reconnais pas. Donc en fait, ce Mohamed est allé se ressourcer ailleurs. Alors évidemment, c'est une explication très rapide, hein, mais je pense qu'on peut quand même la mettre au pot commun, en tout cas, des explications sur la fabrique de violence. Tout ça a évidemment des effets particulièrement importants aussi sur la question de la démocratisation scolaire, dont il était question tout à l'heure. Moi, j'ai une définition de la démocratisation scolaire, je ne sais pas si vous la partagerez, mais je vais vous la livrer, parce que vous savez que c'est un grand débat entre les sociologues. Pour moi, la démocratisation scolaire, c'est le fait de rendre possible pour tous les enfants, quelles que soient leurs origines sociales, culturelles, géographiques, leur identité de genre, de rendre possible d'accomplir la trajectoire scolaire de leur choix. Alors moi, je n'utilise pas la réussite scolaire, parce que pour moi, c'est déjà une norme sociale, hein, la réussite scolaire, donc la trajectoire scolaire de leur choix. Autrement dit, une mise en équivalence de l'ensemble des trajectoires scolaires, hein, en termes en tout cas de reconnaissance sociale, à partir du moment où elles ont été choisies. Une institution qui confisque le temps est une institution qui n'éduque pas au choix. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est un non-dit, je crois, aujourd'hui, de la réflexion sur l'école, l'éducation au choix. On passe par des grands mots qui restent souvent assez obscurs, par exemple celui de l'émancipation, que j'utilise aussi beaucoup. L'émancipation, c'est la possibilité de faire un choix. C'est-à-dire, je me dégage de toute forme d'emprise, qu'elle soit sociale, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit genrée, etc. Je me dégage de toute forme de déterminisme, vous diriez davantage, pour pouvoir effectuer le choix de manière éclairée. Il n'y a pas de démocratisation scolaire sans éducation au choix. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez quelque chose qui, c'est vraiment une loi de l'histoire, va complètement à l'encontre de la démocratisation scolaire, c'est-à-dire la multiplication des voies parallèles. La multiplication des voies parallèles. On parlait des décrochages tout à l'heure, on retourne vers un système où, au nom d'un soi-disant choix, c'est là où c'est extrêmement pervers, au nom d'un soi-disant choix, on va permettre à des enfants de 12 ans de bifurquer, mais ils le feront consciemment. On leur aura proposé dans tous les collèges, on leur aura présenté tout le monde de l'entreprise. Ah, imagine comment ça les fait rêver, hein. Donc c'est sûr que c'est consciemment qu'ils vont bifurquer. Donc on multiplie les voies parallèles. C'est une loi de la démocratisation scolaire. Pour qu'il y ait démocratisation scolaire, il faut que tous les enfants soient gardés le plus longtemps possible ensemble dans l'institution. Si vous permettez des bifurcations prématurées, alors c'est forcément les classes populaires qui en subissent les conséquences. Dernier exemple, il y a peut-être ici des collègues qui enseignent en lycée professionnel. Le dernier exemple, c'est de donner la possibilité au terminal de lycée professionnel, pour une partie qui le veulent, comme si c'était une question de volonté, de continuer la terminale, et puis en juin, on leur fera des cours pour qu'ils puissent aller en BTS, et l'autre partie qui le veulent, d'aller faire un stage rémunéré. Bah évidemment, devinez qui va choisir quoi. Et donc, ma proposition, en dehors de tout ce qui a été dit sur, on peut dire, vous avez vraiment tous les trois, vous avez développé
la nature des contenus qui seraient des contenus potentiellement émancipateurs, et en particulier la question de la controverse qui, de fait, est une manière de faire penser, hein, puisque ce qui est intéressant dans la controverse, c'est pas de la résoudre, c'est de comprendre quels sont ces objets et de comprendre sur quoi elles reposent. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'ai envie de lancer un autre chantier. Ça sera assez rapide parce que c'est vraiment un chantier, donc je fais ma petite tournée et je lance les idées, et puis après j'espère qu'un jour d'autres gens que moi s'en empareront. J'ai envie de réfléchir davantage à la nature, à une refonte complète en fait de la nature des savoirs enseignés à l'école. Bon, c'est un peu ambitieux, je vous l'accorde, hein, mais on peut être fou et on peut se quitter sur des trucs un peu fous. Vous savez très bien, parce que c'est très bourdieusien, l'école est le lieu de la culture légitime, culture bourgeoise, etc. Ok. Bon, une fois qu'on a dit ça pendant 107 ans, est-ce qu'on va continuer à vouloir acculturer les classes populaires à la culture bourgeoise, ou est-ce qu'on va enfin se poser la question de savoir quelle école pourrait reconnaître et gratifier des savoirs populaires? Voilà le chantier que j'aimerais lancer. Alors je dis savoir populaire, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne formule. Peut-être faudrait-il parler de savoir, alors il y en a qui parlent de savoir pratique, je ne suis pas super convaincue par ça non plus. Un savoir populaire, ce serait d'abord de se poser la question, et je pense que les collègues, et notamment les collègues qui enseignent dans les quartiers populaires, et les collègues qui enseignent avec les tout petits, parce que c'est ça qui m'intéresse. En fait, on me dit toujours, dès l'âge de 3 ans, c'est déjà joué, parce que l'enfant de 3 ans des familles bourgeoises, il sait très bien quelle est la consigne de son enseignant, il n'a même pas besoin d'avoir de consigne, tandis que l'enfant des classes populaires, lui, il faut bien tout expliciter, etc. Ok, donc moi, ma question, c'est, que savent ces enfants? Parce qu'ils savent des choses, les enfants de 3 ans des classes populaires. Que savent-ils? Quels mots peut-on poser sur leur savoir? Et comment faire pour que leur savoir fasse leur entrée de façon à égale dignité, on va dire, avec les autres savoirs, fasse leur entrée dans ce qu'on appelle les curricula, c'est-à-dire dans ce qui doit être enseigné. Autrement dit, je vous propose tout modestement une inversion complète de paradigme. Hein. Pensons à une école véritablement populaire, et puis essayons de réfléchir à quoi elle pourrait ressembler. Merci à toutes et à tous déjà d'avoir participé à ce colloque, surtout aux organisateurs, aux chercheuses et aux chercheuses également. En tout cas, ce colloque a montré que l'APSES devait, et le fait d'ailleurs depuis plusieurs décennies, mais de continuer d'être dans l'action, notamment du point de vue de l'éducation de nos élèves. Et ce colloque prouve surtout la nécessité d'utiliser les sciences sociales au lycée et de demander son renforcement. Ça fait partie vraiment des mandats forts de l'APSES, notamment un des mandats de l'APSES, c'est d'avoir 3 heures de sciences économiques et sociales dès l'année de seconde. Et l'objectif étant de renforcer la formation citoyenne de nos élèves, mais aussi d'avoir un enjeu dans de jouer pleinement son rôle dans la démocratisation scolaire. Et cette dernière table ronde montre aussi la nécessité de réfléchir à notre manière d'enseigner les SES avec un programme plus pluraliste, une approche par objet pour montrer les controverses, etc. Et surtout de prendre le temps d'enseigner à nos élèves, le temps de montrer justement ces débats, ces controverses. Et pour prendre ce temps et faire correctement notre métier, on a besoin d'une chose, plein d'autres, de moyens, mais aussi d'avoir la liberté de le faire, la liberté pédagogique pour nous enseignants au lycée, la liberté académique pour les chercheuses et chercheurs. C'est vraiment indispensable de pouvoir travailler dans ces conditions-là pour faire de nos élèves des citoyens complètement épanouis. Et donc, pour que... je m'aide.
sais pas, pour que nos échanges puissent porter un peu au-delà de ces murs. À la pièce, on souhaite travailler sur un texte court pour qu'il puisse être diffusé plus largement, et donc on vous fera parvenir très rapidement. Ce texte, c'est un texte qui se veut un texte de soutien, de défense des sciences sociales, pour qu'on puisse continuer à faire des sciences sociales à l'université, à l'école et ailleurs, pour qu'on puisse aussi continuer à faire des sciences sociales, nous en lycée, de manière satisfaisante, ça veut dire avec les moyens nécessaires pour faire des sciences sociales qui sont pluralistes et émancipatrices, comme on les a évoquées là. Donc on vous fait suivre ça très rapidement. Encore merci à toutes et tous.